sujet central que nous allons aborder avec trois intervenants ce matin. À ma gauche, Pierre Victoria, qui est le directeur du développement durable de Veolia. Guillaume Barba, qui est ancien chercheur à Kedge Business School, et Bruno Leménager, qui est le directeur territorial à l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. L'objectif de cette table ronde, donc, qui va durer 45 minutes, va être d'aborder la relation entre les questions de l'eau, de l'accès à l'eau, mais également de l'assainissement et les problématiques de santé et de biodiversité. On va séparer la table ronde en trois grands sujets. D'une part, la question du stress hydrique et les solutions qu'on peut y apporter en France, bien entendu, mais aussi en s'inspirant de solutions à l'étranger. La question donc de l'assainissement, qui est souvent un peu moins connu, un peu plus tabou peut-être, et qui pourtant est essentielle, et la question des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire en quoi la protection de la biodiversité peut favoriser la qualité de l'eau, et également comment les acteurs de l'eau peuvent aussi contribuer à améliorer la biodiversité, ce qui va dans les deux sens qu'on va voir tout à l'heure. Donc je vais d'abord commencer sur la question du stress hydrique. On en a beaucoup parlé cet été en France, puisque beaucoup de collectivités locales ont été en dette d'eau. Il y a des camions-citernes qui ont dû alimenter certaines villes. C'est, je pense, une situation assez nouvelle. Et comme on l'a vu ce matin, notamment avec l'intervention de Valérie Cabane, c'est une situation qui va sans doute se renouveler, voire s'aggraver, et qui va toucher de plus en plus de villes en France. On le sait évidemment, nous ne sommes pas du tout les moins bien lotis, puisque dans des villes dans des pays comme Ouagadougou, l'eau est à 60, en Burkina Faso, l'eau est à 60 mètres, donc les gens viennent à Ouagadougou, ce qui crée des problèmes d'accès à l'eau à Ouagadougou. On sait qu'au Cap, en Afrique du Sud, la ville a eu des très très gros problèmes d'accès à l'eau. Donc cette problématique, elle est encore plus grave dans de nombreux pays. Et donc, je voudrais d'abord vous poser la question, Monsieur Victoria, vous, votre analyse de la situation de l'accès à l'eau dans le monde, avec, on va dire, des grands chiffres, des grandes tendances, et également en France, de ce que vous pouvez observer, s'il vous plaît. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, je vais plus parler au titre de ce que j'ai pu faire au sein du Conseil mondial de l'eau pour la partie problématique plus internationale. Bien évidemment, il y a une réalité aujourd'hui qui est une crise de l'eau qui est indiscutable, et elle est fortement aujourd'hui mise en avant à travers les questions du climat et du changement climatique. Mais il y a longtemps d'ailleurs que le GIEC dit que la principale incidence du climat sera la raréfaction de la ressource en eau. Et en fait, la question du climat par rapport à l'eau, elle renvoie à ce qu'on appelle le nombre de phénomènes extrêmes qui se multiplient. On y reviendra tout à l'heure parce que vous parlez d'assainissement, c'est à la fois des phénomènes d'inondation de plus en plus importantes et donc de catastrophes liées à cela, et d'autre part de stress hydrique. Alors le paradoxe, bien évidemment, c'est que dans le fond de l'eau, il y en a beaucoup dans le monde. Si on raccordait tout le monde à une grande citerne, il y aurait 10 000 litres par jour et par personne sur lequel on pourrait faire, là où la consommation moyenne est autour de 3 000, 4 000 litres par personne et par jour, toute activité confondue. Quand je dis toute activité, c'est rappeler quand même qu'une voiture, pour faire une voiture, il faut 400 000 litres d'eau, et pour faire un téléphone portable, il en faut 1600. C'est-à-dire que c'est toute la question de l'empreinte eau qui est posée. Le problème, c'est que l'eau n'est pas là où il faut, et que surtout, l'eau, la question de la crise de l'eau est plus. Donc il y a un problème bien évidemment je crois qu'il y a 26 pays qui doivent avoir, ou 23 pays qui ont les 2 tiers des ressources en eau au monde. Donc il y a une grande disparité de lieux. Elle n'est pas là où on en a besoin. Et d'autre part, et surtout, il y a une pression de plus en plus importante sur les ressources liée non seulement à la concentration urbaine, donc le fait que les gens vont de plus en plus dans les villes, mais aussi aux pollutions qui se font jour, parce que s'il y a une forme d'inconstance de la nature, il y a aussi l'inconséquence des hommes qui ont quand même fortement dégradé des ressources naturelles. Donc on a au total 1,5 milliard de personnes qui sont en situation de stress hydrique, c'est-à-dire là où les ressources en eau ne se renouvellent pas par rapport aux consommations existantes. Et le phénomène, comme vous l'avez dit, il n'est pas géographiquement dans un endroit précis,
même si je disais il y a 23 ou 24 pays qui sont en forme de stress hydrique, on est vraiment sur des micro-situations de stress hydrique selon les endroits où nous nous trouvons. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Moi, je ne vais pas ce débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 principes de base face à cette situation-là. C'est qu'il faut consommer moins, d'abord. Donc, la question de la sobriété est profondément posée. Deuxièmement, il faut être plus efficace dans l'usage des ressources. Et là, ça renvoie, et d'une part, à la consommation d'eau dans le monde agricole, qui quand même consomme 70% de l'eau, et d'autre part, aux fuites dans les réseaux, qui est dans les grandes villes urbaines. Il y a quand même beaucoup de villes encore où on est à bien au-delà de 40-50% de taux de fuite dans les réseaux. C'est-à-dire que l'eau traitée n'arrive pas jusqu'au client final. Et puis, il faut faire plus de réutilisation. C'est ce que disent d'ailleurs très bien les Anglais. Ils disent réutiliser plus. Et réutiliser plus, c'est utiliser en particulier les eaux usées comme nouvelles ressources alternatives qui permettent de créer une nouvelle ressource pour répondre à l'ensemble de ces stress hydriques. Mais il faut travailler sur les 3 points, sobriété, efficacité et nouvelles ressources. Est-ce que vous pouvez nous faire justement un petit bilan des différents sommets mondiaux de l'eau donc, qui se déroulent tous les 3 ans et là, je ne me souviens plus, je crois que le dernier était en Corée. Quelles ont été les décisions qui ont abouti? Est-ce qu'on est sur plutôt des progrès lents, rapides, ou est-ce qu'on stagne? Il y a 6 ans, celui de Marseille avait prôné le temps des solutions, s'appelait-il. Bon, je ne suis pas complètement sûr que ça ait été tout à fait le cas. Ensuite, il y en a eu un autre en Corée, puis ensuite à Brasilia, mais dans un contexte politique qui fait que c'est compliqué. Donc, il y en avait un autre qui était prévu au mois de mars à Dakar, et qui allait être beaucoup sur les problématiques africaines, mais qui, a priori, bien évidemment, ne va pas avoir lieu. Alors, le Forum mondial de l'eau, il a deux intérêts. Il a un intérêt, bien évidemment, de faire rencontrer la communauté de l'eau. À mon avis, sa fragilité, c'est d'être resté trop dans l'entre-soi. Aujourd'hui, la question de l'eau, elle ne peut pas être traitée uniquement par les gens de l'eau. C'est-à-dire qu'elle renvoie trop à d'autres problématiques, des problèmes de santé publique, on le voit aujourd'hui, des problématiques environnementales, on va en parler sur la biodiversité, des problèmes d'éducation, avec le problème de l'accès à l'eau, le problème de la résilience des villes, de plus en plus, tout ça. Et donc, il faut être capable d'inviter. Je pense que sans doute, la fragilité aujourd'hui du Forum mondial de l'eau, c'est de ne pas avoir su inviter ces autres communautés à discuter de la problématique de l'eau dans les problématiques plus de politique commune, dans le cadre notamment des objectifs du développement durable. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut reprendre le sujet si on veut avancer. Et puis au sein du Forum mondial de l'eau, il y a un sommet politique. C'est ça sa grande force, c'est la réunion de tous les ministres de l'eau du monde, qu'ils soient des pays développés ou des pays en développement, pour essayer de faire en sorte que l'eau reste et soit en haut des agendas politiques, qu'ils soient internationaux ou nationaux. Et justement, c'est ce que vous disiez par rapport à la collaboration entre les acteurs, comment vous, Veolia, vous collaborez avec les collectivités, les associations, que ce soit dans le monde ou en France, comment ces collaborations fonctionnent? La façon dont ça fonctionne de façon très diverse. Veolia travaille dans 56 pays dans le monde. Ce qui fait la force d'un groupe comme nous, c'est de travailler dans tous les pays et dans tous les continents, quels que soient les niveaux de développement. On gère tout l'eau du Niger, par exemple, à la fois en bande fontaine comme en réseau collectif. On travaille à New York pour la régie municipale de New York sur des contrats de performance. Donc on a un panel d'activités et de présence qui nous permettent bien évidemment de regarder le monde tel qu'il est. L'important, je crois, aujourd'hui, c'est fondamentalement pour nous d'être capable de déployer une bonne solution d'un endroit à un autre. Et c'est là sans doute qu'il y a encore des efforts à faire, parce que la tendance naturelle quand même, c'est d'intégrer les problématiques de l'eau dans des problématiques plus de politique de développement durable, et notamment de faire en sorte que l'innovation qui peut être, et on est au cœur de l'innovation, ce qui nous est demandé à nous, c'est d'être innovant. C'est non seulement de bien gérer une ressource, mais aussi d'être innovant. Mais cette innovation, elle n'est pas que technique. Notre capacité aujourd'hui, c'est aussi d'être dans une logique d'innovation contractuelle, et notamment d'avoir des contrats où on est peut-être rémunéré plus sur les économies qu'on fait faire, et là on renvoie au problème du stress hydrique et au respect de la ressource, sur des quantités vendues. Je pense que c'est dans des phénomènes de ce type-là, tels qu'ils se développent dans un certain nombre de pays, qui à mon avis permettraient de mieux intégrer la problématique de la gestion durable de l'eau dans une logique justement de développement durable. Et est-ce que vous pouvez donner justement des exemples que Veolia fait dans certains pays ou en France sur justement la gestion du stress hydrique et les solutions que vous pouvez apporter?
aujourd'hui, si je redis quand même la question de la sobriété et de l'efficacité, je crois qu'elle est fondamentale, parce que la première chose à faire, c'est d'économiser l'eau. Hein. Et tant qu'on n'économisera pas l'eau, et donc être efficace dans la gestion des ouvrages, me semble, même si c'est un peu trivial et si ça ne paraît pas original, quand même un élément clé des choses. Accompagner le monde agricole dans sa consommation d'eau me semble aussi un élément, d'autant plus qu'on voit bien au niveau des territoires, et là on le voit très bien en France aussi, c'est exacerber aujourd'hui les tensions entre le monde agricole et les autres usages domestiques et industriels. Donc il y a un vraiment problème d'accompagnement du monde agricole dans sa consommation d'eau. Ensuite, il y a toute la question de ce qu'on appelle des ressources alternatives. Les ressources alternatives, c'est d'abord réutiliser les eaux usées. Il faut quand même savoir qu'on est dans un paradoxe aujourd'hui qui fait qu'en France, vous ne pouvez pas acheter une tomate vous ne pouvez pas irriguer des tomates avec des eaux usées, alors que vous pouvez acheter sur le même marché des tomates marocaines ou encore plus israéliennes, parce qu'encore plus qu'en Israël, qui, elles, ont été irriguées par des eaux usées. Donc on est dans une logique d'aberration absolument importante. Le fait que l'eau usée, aujourd'hui, ne doit pas être renvoyée à la nature, mais peut être réutilisée pour des usages agricoles ou industriels, me semble un élément clé de lutte contre le stress hydrique. Et puis, il y a toutes des techniques plus élaborées, notamment de recherche des nappes, et le sujet du dessalement d'eau de mer, qui aujourd'hui qui peut correspondre, qui, au niveau technologie, c'est bien amélioré et qui permet en termes de coût, en gros, un dessalement d'eau de mer, c'est entre un demi-euro et 1 euro de plus le mètre cube d'eau à l'arrivée. Donc les technologies ont énormément baissé en termes de coût. Le problème, c'est le coût énergétique. C'est-à-dire que ça a le sens que là, il y a une ressource énergétique facile et en particulier et renouvelable, en particulier la géothermie. C'est là l'idéal, c'est de trouver dans la géothermie. Et puis il y a un petit problème technique qui n'est toujours pas complètement réglé, qui est le problème des saumures, c'est-à-dire le fait que le sel que l'on renvoie à la mer, là aussi dans une logique de développement durable, elle ne peut pas être concentrée et elle ne peut pas avoir un impact sur les milieux naturels, sinon on rate la logique de la gestion durable de l'eau qui est le titre de notre intervention. Est-ce que vous nous citez des villes ou des territoires sur lesquels justement vous avez des démarches innovantes en termes de lutte contre le stress hydrique ? Sur la réutilisation des eaux usées, on a beaucoup d'expérience, bien évidemment, et c'est vraiment ce que l'on promeut aujourd'hui de plus en plus. Hein. Je pense que c'est vraiment la technique. C'est-à-dire que les eaux usées, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'à la fois on répond, on en parlera peut-être tout à l'heure, à une problématique de santé publique ou des problématiques environnementales, et en même temps, on crée une nouvelle ressource. Et c'est une ressource qui augmente au fur et à mesure où l'urbanisation se fait. Donc là, on est vraiment sur une capacité à répondre très, très fortement sur les choses. Après, comme je vous l'ai dit, dessalement et recherche de nappes sont des techniques que l'on utilise tout à fait régulièrement. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bruno Le Ménager nous rejoint, merci beaucoup. Vous étiez dans une autre table ronde, bienvenue. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur territorial à l'agence Eau Adour-Garonne, un des partenaires du World Impact Summit. Et donc, bienvenue parmi nous. On a commencé la table ronde donc, avec Pierre Victoria et Guillaume Barba sur la question du stress hydrique et des solutions pour lutter contre. Donc, M. Victoria a rappelé les différents enjeux de l'eau dans le monde et les solutions qui peuvent y être apportées. On a notamment parlé du fait de consommer moins, du fait d'être plus efficace, que ce soit parmi les acteurs agricoles ou la lutte contre les fuites. Et puis la réutilisation de l'eau, bien entendu. On a aussi parlé du dessalement et de la découverte de nouvelles nappes. Vous, à l'agence Adour-Garonne, comment vous prenez ce sujet ? J'ai introduit la table ronde en mentionnant que cette année, en tout cas à ma connaissance, des villes en France avaient été en dette d'eau et qu'il y a donc des camions citernes qui sont venus livrer de l'eau. J'ai le sentiment que c'est une situation qui est assez nouvelle. On sait qu'elle va se renouveler, qu'elle risque d'augmenter, qu'elle va toucher de plus en plus de collectivités en France. Vous, au niveau de l'agence de l'eau, comment vous appréhendez cette problématique et quelles solutions vous y avez apportées ? Bonjour, merci. Excusez-moi, oui, pour le retard. Alors nous, pour l'agence de l'eau Grand Sud-Ouest, donc on appelle encore agence de l'eau Adour-Garonne, mais bon, c'est un nom qui n'est pas forcément facile
à situer parce qu'on s'occupe d'autres bassins versants, donc notamment la Dordogne, la Charente par exemple, et c'est notamment sur ces bassins versants-là qu'il y a eu ces tensions qui se répètent de plus en plus. Effectivement, non seulement on a des étés très secs ces dernières années, les records ont été battus en fin de printemps cette année thermiquement, mais en fait ça veut dire qu'au niveau des milieux aquatiques, par l'évapotranspiration au niveau du débit des rivières, on sait qu'on va avoir à faire face de plus en plus à un épuisement des débits. Je donne juste un chiffre, puisqu'on a fait des prospectives pour 2050, c'est ça qu'on essaie de partager avec les décideurs, c'est ça qu'on essaie de diffuser au niveau du grand public et au niveau des entreprises. On sait que les débits des rivières, statistiquement, connaîtront des divisions par 2, voire par 3 dans le sud-ouest de la France. Donc c'est vrai que ça pose des questions d'eau potable très fortement. Et puis le deuxième usage extrêmement plutôt important. En été. Plutôt en été. Oui, plutôt en été. En fait, on sait qu'en fait, on aura des étés plus secs et j'allais dire des précipitations en moyenne sur l'année identiques. Donc ça veut dire sûrement des hivers beaucoup plus humides et des intersaisons sûrement un petit peu agitées, parce qu'on sait que les événements qui étaient rares vont devenir plus fréquents, c'est-à-dire les événements extrêmes, les orages en été et les crues finalement de plaine en hiver vont devenir beaucoup plus fréquents. Donc par rapport à cette question de stress hydrique, comment nous on a résumé ça au niveau du quart sud-ouest de la France? Je ne vais pas apporter plein de chiffres, mais en gros on sait que le déficit qui existe actuellement, il va être multiplié par 5 d'ici 2050. C'est dû au réchauffement, c'est dû aussi à l'arrivée de population. On sait qu'il y a une méditerranisation du climat qui fait que les arrivées de population, les extensions urbaines, notamment de l'aire de Montpellier, de Perpignan, enfin de tout l'arc méditerranéen français, les populations vont plutôt, les nouveaux installés vont plutôt remonter et vont plutôt chercher le climat finalement sur la côte atlantique. Et donc Toulouse et Bordeaux sont des métropoles qui vont continuer à être attractives. Alors maintenant, avec les crises économiques qu'on affronte, peut-être moins, mais on prévoit entre 1 et 2 millions d'habitants en plus en 2050. Donc ça participe aussi à ce déficit. Je ne vais pas revenir sur les voies, je ne vais pas revenir dans le détail sur les solutions par rapport à ça. Alors il y a évidemment tout ce qui est sobriété, c'est-à-dire dans la production et dans la consommation, y compris dans la consommation d'eau potable, dont vous avez parlé, c'est absolument évident. Il y a les solutions fondées sur la nature, c'est un terme un petit peu à la mode, mais c'est quand même très profond, c'est quand même le fait de dire que la nature apporte des services qui donnent de la résilience, les fameuses zones humides notamment, qu'on a fait disparaître au même rythme que la biodiversité. Et puis il y a le fameux débat un petit peu enflammé politiquement du stockage intersaisonnier. Ce que je disais, c'est qu'il va forcément y avoir plus de précipitations en période hivernale ou péri-hivernale et moins en période estivale ou péri-estivale. Donc forcément, l'idée c'est d'utiliser, stocker l'eau l'hiver et l'utiliser en été. Et ça, il y a des très grandes infrastructures qui le font très bien actuellement. Il y a plusieurs milliards de mètres cubes, pratiquement 5 milliards de mètres cubes quand on cumule les Pyrénées et le Massif central. Ce sont les barrages hydroélectriques. Donc là aussi, c'est revoir ces équilibres-là entre l'utilisation de l'eau pour le turbinage, l'hydroélectricité, et puis l'utilisation de l'eau pour soutenir le débit des rivières, avoir des milieux qui fonctionnent mieux, voire fournir de l'eau potable. C'est ce risque de conflit d'usage qui explique le fait que ça soit problématique, c'est ça? Parce que vous avez vendu ça je disais que ça, sur les barrages hydroélectriques, ça n'allait pas encore trop. Là où ça allait plutôt, c'est sur les petits barrages. Donc les petits barrages qui là sont plus hydroélectriques, qui sont plutôt par exemple sur les barrages agricoles. Donc là effectivement on retrouve des points de tension très difficiles, puisque la création de ces barrages-là, qui font quelques millions de mètres cubes en général, peut créer des tensions très fortes, puisque en fait ils sont un peu l'incarnation en fait du partage de l'eau, puisque ces barrages, on a besoin, ils doivent être multi-usages, ils doivent servir au milieu, ils doivent éventuellement servir à l'agriculture, ils doivent servir à l'eau potable, et donc là on va retrouver des acteurs qui vont parfois s'affronter sur des visions de la politique et sur des visions des activités des autres acteurs qui peuvent être assez violentes. C'est ce qui s'est passé au niveau du Tescou, c'est ce qui se passe maintenant un peu dans les Deux-Sèvres avec le collectif Stop Bassine. Donc là on est sur des sujets où effectivement on pressent un peu la tension qui aura lieu quand on aura vraiment des déficits très forts, et on voit que déjà pour arriver à trouver ensemble des solutions, c'est compliqué. Je ne dis pas que les uns ou les autres ont tort, je dis juste que c'est effectivement on est face à des
des usagers, on voit des usagers qui sont dans des face-à-face assez tendus par rapport à ça. Et on interprète ça, nous, comme la vision effectivement de cette tension auquel qu'on peut diminuer en faisant effectivement de l'économie d'usage, en faisant de la réutilisation. Mais on sait qu'en fait, on a besoin de l'ensemble des solutions. C'est le faisceau de solutions qui permet d'en sortir, parce qu'en fait, quand on prend chacune des solutions au niveau volumétrique, on n'arrive pas du tout à la hauteur du déficit. Donc je vais quand même dire le chiffre, le déficit sur le sud-ouest, on pense qu'en 2050, il sera de l'ordre de 1,2 milliard de mètres cubes. Mais il y a bataille d'experts. Et le déficit actuel, il est autour de 200-250 millions de mètres cubes. Donc ce que je disais, 5 fois moins, à peu près. Et donc quand on voit que cette tension va être multipliée par 5 sur cette sorte d'élastique de la ressource en eau qui est quand même vraiment indispensable, on comprend bien que cette tension, ce stress hydrique, porte assez bien son nom. Il y a vraiment une question de stress derrière qui peut être un petit peu inquiétant. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, au contraire, c'était passionnant et vous me donnez une super transition pour donner la parole à Guillaume Barba, parce que vous êtes enseignant-chercheur à Kedge, comme je le disais tout à l'heure, et vous avez notamment travaillé sur la gouvernance de l'eau et la gouvernance entre les différents acteurs. Et donc c'est la question que j'ai envie de vous poser suite aux propos de Bruno Le Ménager, c'est-à-dire que quand on pense stress hydrique, on ne pense pas forcément, en tout cas en France, conflit fort, voire violent entre usagers. Et ma question, c'est est-ce que justement une autre gouvernance de l'eau, un meilleur dialogue entre les différentes parties prenantes que vous avez évoqué aussi en disant qu'il fallait forcément mettre autour de la table plusieurs acteurs et pas que les acteurs de l'eau, comment vous voyez-vous le rôle d'une autre méthodologie, on va dire, de dialogue entre les différents acteurs et les différents usagers de l'eau pour résoudre ces potentiels conflits qui risquent d'augmenter? Alors, il y a deux questions, il y a deux aspects. Soit on parle au niveau français, qui est un peu un cas particulier en termes de gouvernance de l'eau, soit on élargit au niveau international. Et là, alors désolé, c'est ma première intervention et j'ai du mal à répondre à votre question au niveau international. Oui, il y a des conflits d'eau aujourd'hui. Là, je parlais plutôt en France. En France. Alors oui, si on se place au niveau de la France, on s'aperçoit aujourd'hui que tous les acteurs de l'eau, qu'ils soient publics ou privés aujourd'hui, c'est vrai que c'est un modèle un peu spécifique en France, tous les acteurs ont pris conscience de l'impact environnemental de la gestion en eau, du stress hydrique, donc ça c'est certain. Toutes les recherches et toutes les observations aujourd'hui voient cette évolution très marquée. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une accélération de cette prise en compte. Après, pour moi, oui, il y a une question qui reste fondamentale, c'est la gouvernance de l'eau, en fait. Et comment, dans une logique de gouvernance participative, associer tous les acteurs de l'eau à la prise de décision, en fait. Alors, bien évidemment, si on parle de biodiversité, la faune et la flore ne peuvent être représentées à la table des décisions, mais par contre, tous les acteurs publics, toutes les associations qui sont à la fois d'usagers, des associations de protection de l'environnement, de la biodiversité, etc., doivent, à mon sens, être associés. Ils le sont déjà, mais à mon avis, ils doivent plus et mieux pouvoir participer à la prise de décision, c'est-à-dire qu'ils sont consultés, ils intègrent différentes structures qui permettent de discuter des enjeux, etc. Après, quand on est dans le processus de décision à proprement parler, certaines études montrent que ces acteurs sont un peu frustrés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment partie prenante de la décision, en fait. Ils sont consultés, ils s'expriment dans des instances dédiées, mais quid après de la participation à la décision, concrètement, je veux dire, à la politique de l'eau, en fait. Et selon vous, la bonne échelle, ça, c'est au niveau de la ville ou de la métropole, c'est au niveau du département, c'est au niveau de la région, c'est au niveau de l'agence de l'eau qui est responsable du territoire? Bon, il y a l'eau, enfin, je pense qu'on l'a peut-être pas dit, mais de mon point de vue un peu extérieur, parce que c'est vrai que moi je suis un enseignant-chercheur en sciences de gestion qui s'est intéressé au secteur de l'eau, donc je ne suis pas un spécialiste, un expert de l'eau, mais pour quelqu'un qui s'y intéresse un peu de l'extérieur, la gouvernance de l'eau, c'est extrêmement complexe. Alors, pour moi, la complexité, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est l'enjeu de l'eau, il est important, il est complexe. Donc voilà, que la structure de gouvernance, que les différentes instances, voilà, soient nombreuses et variées, tant mieux. C'est vrai que pour moi, il y a une sorte d'encastrement de différentes responsabilités. Et comme disait monsieur juste avant, c'est vrai qu'il y a des disparités locales qui sont tellement importantes par rapport à la ressource et par rapport aux situations hydriques
qui peuvent varier d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, pour moi, l'échelle la plus pertinente, ça reste aujourd'hui, pour moi, la commune ou la communauté de communes. Ou la métropole. Voilà, l'exemple de Bordeaux, je pense que oui, puisqu'on parle très local, oui, comment intégrer plus et mieux intégrer ces parties prenantes externes à la gouvernance de l'eau à l'échelle du territoire de Bordeaux Métropole. Voilà une question. Bordeaux Métropole a été très innovant. Ils ont créé il y a quelques années un conseil consultatif de l'alimentation. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer des choses comme ça sur l'eau? Monsieur le Ménager, au niveau de l'agence, comment vous abordez ces questions de prise en compte des différents acteurs? Un petit peu d'expérience, nous on distingue deux échelles de gouvernance. En fait, il y a la gouvernance avant la crise et la gouvernance après la crise. Alors avant la crise, c'est un entre-soi de consommation en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les villes, et notamment plus les villes sont puissantes, plus une métropole se pense leur territoire sans l'interdépendance avec leur hinterland. Et donc je pense qu'effectivement, typiquement, l'innovation des métropoles, d'avoir des conseils, notamment sur l'alimentation, c'est vraiment dans cette logique, je pense, effectivement, de s'ouvrir et d'avoir une vision plus large sur leur territoire, parce que l'eau vient souvent de très loin. Donc, dans le cas de Bordeaux Métropole, en fait, elle vient de deux origines très lointaines, géographiques, les Pyrénées, et puis historique, parce qu'en fait, toute l'eau potable vient de 200 mètres sous nos pieds, donc il y a des millions d'années, en fait, que l'eau est là. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport-là, au fur et à mesure que le temps avance et que la tension existe, les métropoles ont les moyens un peu d'élargir leur territoire, et puis souvent elles sont obligées d'aller chercher ou d'exporter des activités un peu plus loin, soit à cause de nuisances, soit à cause d'une expansion qui fait qu'elles ont besoin de plus de ressources. Et puis il y a le deuxième temps, celui d'après la crise en quelque sorte. Alors c'est vraiment pas cynique ce que je vais dire, ne nous méprenons pas, mais dans le domaine de l'eau, il y a deux types de crises. Soit c'est trop d'eau, les inondations, on l'a vu, la Roya, ce qui est arrivé il y a très peu de temps, donc là c'est les crues méditerranéennes, c'est extrêmement violent, ou pas assez d'eau, et c'est ce qu'on voit aussi donc, par endroits. Et là, souvent, les acteurs se retrouvent autour de l'eau, et ils sont plus nombreux que ce qu'ils imaginaient, parce qu'en fait, on est obligé de considérer le bassin hydrographique. Alors c'est technique, c'est sûr que c'est complexe, et donc, mais souvent, c'est indispensable après la crise d'avoir cette échelle-là, parce qu'en fait, on ne peut pas trouver les solutions si on n'a pas cette échelle-là. C'est-à-dire que c'est là que Laval redécouvre que les torrents de boue sont arrivés de l'amont et des agriculteurs, parce que les champs n'ont pas... Voilà. L'amont se retrouve qu'il n'a plus d'eau, c'est parce qu'aussi, en fait, Laval n'a pas investi suffisamment sur son territoire, où il n'y a pas eu de solidarité suffisante, donc ils sont avec des problèmes de traitement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, par exemple, financiers que Laval va avoir, parce que Laval est au littoral. Voilà. Donc souvent, on voit ça, c'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une gouvernance avant la crise qui ressemble à la gouvernance d'après la crise, qui est celle qui est la plus inclusive et ouverte possible, je pense. Donc je suis vraiment, complètement d'accord avec votre analyse sur ce mouvement-là qui est vraiment nécessaire. Et c'est sûr que la solidarité, elle doit aller de ceux qui ont du pouvoir, quelque part, du pouvoir fiscal, quelque part. Donc c'est sûr que la métropole a un jeu fondamental à jouer pour aider les parties du bassin qui, elles, sont un peu plus démunies parce qu'elles sont moins denses. Et que dans ces questions d'eau, il y a toujours des questions de réseau, il y a toujours des questions de coûts qu'on peut surpasser quand on est dense, mais quand on n'est pas dense, c'est très très cher en fait. Vous vouliez réagir, M. Victoria? Je voudrais dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le problématique de l'eau, c'est que c'est l'adéquation, est-ce que la réponse politique est en concordance avec la géographie? Parce que c'est quand même la géographie qui commande, ce que vous avez tout à fait bien dit. Et comme aujourd'hui, effectivement, on est dans des tensions plus fortes entre les acteurs, il est évident, il faut qu'on retrouve un temps de dialogue et de discussion sur des territoires qui sont pertinents, mais où on intègre les questions géographiques, c'est-à-dire la question de l'amont et de l'aval, en termes de ressources, comme en termes d'ailleurs de pollution, et aussi les questions du partage de la ressource, dans la mesure où, de toute façon, il va falloir qu'on s'entende. On ne va pas faire la guerre entre les usagers, ça c'est clair, donc c'est vraiment le... Alors, on va quand même dire, c'est que la force de la France pendant longtemps, quand même, ça a été la fameuse loi de 64 et la création des agences de l'eau, qui ont quand même permis de définir sur un territoire pertinent qui était celui de la géographie, la façon dont on a mené cette réflexion sur l'eau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut sans doute que l'organisation territoriale soit plus en adéquation avec les problématiques de géographie qui sont posées. Merci beaucoup. Je vous propose, alors, on a un petit peu parlé de solutions par la nature, mais on va essayer de se garder un peu de temps là-dessus, mais je vous propose qu'on aborde la question de l'assainissement,
qui est souvent moins connu parce qu'on va dire, médiatiquement, on parle du manque d'eau, mais la question de l'assainissement est souvent un peu plus tabou. Clairement, on parle de choses concrètes. La majorité de la mortalité dans le monde vient du fait que il n'y a pas de traitement des eaux usées qui crée des maladies comme les diarrhées dans les pays en développement. Donc c'est un sujet extrêmement grave. L'accès aux toilettes, bien entendu, aussi. Donc c'est un sujet extrêmement grave qui est un peu tabou. Et je voudrais vous entendre là-dessus, sur les problématiques d'assainissement dans le monde, avec une vision un peu globale, et les questions que ça pose en France aussi. Monsieur Victoria. D'abord, je crois qu'il faudrait d'abord bannir ce terme d'assainissement que personnellement moi je déteste et que je trouve absolument incompréhensible pour les gens. D'abord, les gens ne savent pas, lorsque vous parlez d'assainissement, si vous assainissez l'eau pour la rendre potable ou vous y parlez de dépollution des eaux usées. On devrait déjà commencer par donner les bons mots, comme disait Camus, mal nommer le chaud, c'est apporter du malheur au monde, mais j'ai toujours pensé que ce terme d'assainissement était à bannir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Par quoi il faudrait remplacer ? On parle de dépollution des eaux usées, c'est parce que c'est ça ce qu'on fait en fait. On dépollue les eaux usées. Alors, on est quand même aujourd'hui dans une situation, moi je veux dire, assez très intéressante au niveau européen, puisque grâce à la directive aux résiduaires urbaines, puis la directive 4 de 2000, aujourd'hui, tous les États membres ont des systèmes d'assainissement. Et ça veut dire aussi, et ça les citoyens ne le savent pas, c'est que, en gros, sur votre facture d'eau, vous payez aujourd'hui plus pour dépolluer vos eaux usées et reconquérir l'état des milieux, puisque c'est la logique de la directive 4 de 2000, que pour avoir un service d'eau potable. C'est-à-dire que vous payez plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a intégré quelque part une externalité environnementale dans un prix, puisque dans le prix de l'eau du consommateur, aujourd'hui, vous avez non seulement sa contribution à la dépollution, mais la reconquête des milieux naturels. Ça rejoindra tout à l'heure ce que vous direz sur la biodiversité, sur le lien qu'il y a entre les uns et les autres. Mais on a quand même bousculé beaucoup plus les choses. Sur la question de l'assainissement au niveau mondial, il y a un excellent rapport de UN Water qui date de 4 ans. UN Water, c'est l'organisme qui coordonne les 40 agences et programmes qui travaillent sur l'eau au niveau des Nations Unies, qui dit qu'il faut poser la question de l'assainissement non plus seulement dans une problématique de santé publique, même si on sait bien que c'est la première cause de mortalité et de morbidité au monde, que le fait que les gens boivent une eau polluée, mais qu'il faut la poser dans une vision beaucoup plus globale, à la fois santé publique, environnement et nouvelles ressources. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avoir un système de financement efficace, ça permet effectivement de répondre à l'ensemble de cela. Mais l'enjeu de l'assainissement, ces 2,5 milliards de personnes qui n'ont aucun système d'assainissement au niveau mondial, est un problème crucial de santé publique, je veux dire, d'environnement, mais c'est aussi une des meilleures réponses qu'on peut sans doute avoir pour trouver les ressources nouvelles dont on aura besoin en matière de ressources. En France, est-ce qu'il y a des problématiques en France ? Comment trouver les solutions ? Les problématiques, mais on va le retrouver, c'est sur le contrat de Bordeaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les relations entre l'assainissement et les eaux pluviales. C'est ça le vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est les phénomènes extrêmes qui perdurent l'ensemble des systèmes d'assainissement, qui amènent à faire déborder dans les milieux naturels et à dégrader les milieux naturels. Donc aujourd'hui, il faut être capable de penser la question des eaux pluviales et de l'assainissement de façon conjointe. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr que les systèmes dans lesquels on était très organisés jusqu'à présent, un système d'eau potable, un service d'eau potable, un service d'assainissement, puis une problématique de gestion des eaux pluviales avec la nouvelle loi sur la GEMAPI, etc. Il ne faut plus traiter ça en silo, il faut les traiter de façon beaucoup plus cohérente et au niveau des territoires pertinents, qui est la ville, en intégrant les questions de besoins de dépollution et les besoins aussi de protection et de résilience de la ville par rapport au phénomène d'inondation. Monsieur le Ménager, sur ce sujet de l'assainissement. Moi, je vais être très rapide. C'est juste en complément par rapport à ce que je disais avant sur le changement climatique. C'est qu'en plus, la réduction du débit des rivières fait que, effectivement, les rejets des villes vont devenir encore plus critiques. Donc, ça veut dire que ça augmente un effet qui est un peu... qu'on appelle parfois l'effet de la reine rouge. C'est quand biologiquement il y a une pollution, il faut développer une technologie pour dépolluer, et puis il y a une nouvelle pollution, il faut redépolluer. Donc c'est une sorte de course de système comme ça. Et donc il y a un moment où il faut arriver à sortir des logiques de silo, parce que sinon ça marche pas, et puis on est dans le mur, quoi. Alors si on prend dans le cadre par exemple de la question de l'assainissement, effectivement, les normes environnementales d'assainissement, c'est-à-dire ce que les milieux vont pouvoir supporter finalement, et qui est fixé par des normes, on va être obligé de les revoir. Mais là, il y aura débat parce que c'est compliqué. Effectivement, il y a des rivières qui sont beaucoup moins grosses
en été, à cause du changement climatique, il y a des nouveaux dossiers qui vont s'ouvrir. Donc c'est vrai qu'il y a cette course un petit peu effrénée, donc il faut que les collectivités aient des visions à long terme. Et en fait, souvent, avec les mandats, c'est compliqué d'avoir une vision à long terme. Donc on retrouve ça. J'ai envie de faire un tout petit peu de publicité pour un livre qui est assez incroyable, qui s'appelle « L'entrepreneur et le prince ». Qui est Christophe Defeuilly, c'est un historien, chercheur à Sciences Po qui a fait une conférence il n'y a pas longtemps sur Bordeaux et qui compare trois agglomérations, enfin 3 grandes métropoles du XVIe siècle au XXe siècle. C'est-à-dire, c'était sur la création d'eau potable, mais en fait l'assainissement est juste derrière, parce qu'en fait, au fur et à mesure que les villes allaient chercher leur eau potable, souvent elles se rendaient compte que c'était insalubre, que ça ne marchait pas, parce que l'assainissement se faisait dans la même rivière. Donc il y a ce cycle-là, et ça compare donc New York, Londres et Paris. Et je vous invite vraiment, pour ceux que le sujet intéresse, à lire ce livre, parce que on a vraiment la vision de comment ça s'est fait, et notamment quelle a été l'importance des pandémies, en fait, des épidémies, c'était pas des pandémies, donc notamment le choléra, la typhoïde qui ont connu les villes à la fin du 19e siècle et qu'on avait oublié jusqu'à il y a quelques mois, où avec la pandémie, on revoit aussi le poids de ces questions-là sur l'urbanisme. Donc je pense que l'assainissement, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'urbanisme, c'est peut-être aussi très technique, mais c'est vraiment une question de survie, parce que c'est une question de santé, c'est une question d'hygiène pour les villes et pour les milieux. Et ça va rester forcément un sujet d'actualité, donc c'est important que tout le monde puisse investir sur ces sujets-là. Et donc on est dans le cycle de l'eau, donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que eau potable, assainissement, c'est le même cycle, et qu'il faut arrêter de sortir de ce petit cycle-là et de regarder aussi ce qui se passe au niveau de l'eau pluviale. Et finalement, se relier aussi à l'enjeu à l'international, qui est un enjeu certes de santé publique, mais finalement, nous aussi, même pays riches ou population riche, on est bien touchés dans notre intimité par les questions de santé publique. Guillaume Barbache, sur la question, justement, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les usages des particuliers et des professionnels, est-ce que sur l'assainissement, il y a éventuellement des campagnes à mener pour modifier la manière dont on jette des produits, etc., qui sont néfastes pour la qualité de l'eau? Donc, par rapport à la dépollution, on est d'accord, donc on décide tous collectivement de bannir, je suis d'accord avec vous, le mot d'assainissement qui ne veut rien dire. Quand vous parlez d'assainissement aux gens, ils vous regardent avec des grands yeux, donc dépollution, c'est beaucoup plus explicite. D'abord, vous parliez de disparité à l'échelle mondiale. Oui, en France, on a des systèmes d'assainissement, de dépollution qui sont très perfectionnés. Alors, il y a toujours des problématiques qui, pour l'instant, restent en demeure. Les problématiques des micropolluants, des rejets médicamenteux, de la façon dont ils peuvent potentiellement impacter les milieux naturels, etc. Mais enfin, c'est vrai que pour avoir travaillé avec l'ancienne filiale de Suez qui s'occupait effectivement de cet assainissement, de cette dépollution. Oui, on a des systèmes qui sont aujourd'hui plutôt performants, même s'ils sont améliorables, c'est évident. Le problème de l'inondation, des inondations, c'est une question qui est, je pense, ça a été dit par mes deux collègues, ça va être de plus en plus une question importante. Et la question des usages, encore une fois, qui est très très importante. Moi, je plaiderais pour que justement, je reviens toujours à cette question de gouvernance, pour que les entreprises qui ont des usages spécifiques de l'eau pour certaines et qui peuvent être très impactantes soient plus et mieux intégrées dans la gouvernance justement de la dépollution et du délégataire qui s'occupe de la dépollution, si ce n'est déjà fait. Voilà. Les usagers, on a évoqué des solutions techniques qui permettent de plus et mieux dépolluer. Derrière les solutions techniques, il y a toujours des usages en fait. Voilà, donc on ne pourra pas faire l'économie aussi d'essayer de réformer les usages en amont. Donc voilà. Et je suis d'accord avec vous. Accès à l'eau, consommation d'eau et dépollution de l'eau sont étroitement liés dans le cycle de l'eau. Donc on peut pas les prendre séparément en fait. Merci beaucoup. Et voilà, avant de prendre les questions de... Oui, j'en prie.
Peut-être juste 30 secondes pour signaler une initiative qu'avait fait Bordeaux Métropole, qui était un projet donc, avec l'Université de Bordeaux, avec des scientifiques et avec le délégataire qui s'appelait le projet Regard, donc qui a consisté en fait à regarder pendant 4-5 ans justement toutes ces questions de micropolluants, parce qu'en fait on se rend compte que tout ce qui est envoyé dans le réseau, ça provient des usagers. Alors il y a des usagers particuliers, les hôpitaux, mais sinon chacun de nous, on contribue à ça, quoi. Et ils ont fait vraiment une recherche très, très approfondie avec des résultats très clairs. Mais après, pour passer à l'action, c'est compliqué. Parce que passer à l'action, ça veut dire travailler avec l'ensemble des usagers sur tout le bassin. Ils sont très divers. Et là, ça demande beaucoup de communication. Et ce n'est pas des sujets forcément très marrants, ça peut être des sujets un peu très techniques. Alors si je dis très simplement, par exemple, on se rend compte que dans les micropolluants, il y a les métaux. Dans les métaux, il y a le titane. Et le titane, c'est un truc qu'on retrouve par exemple dans nos crèmes solaires. Quand on est en protection maximum, la UVA, en fait, souvent, c'est des crèmes dans lesquelles il y a du titane. Ça devient un vrai problème. Alors on se dit, on peut faire un truc sur cette crème solaire, on va arrêter d'utiliser. Bon, ok. Le fipronil pour les médicaments vétérinaires, quand on traite les animaux domestiques pour le parasitaire, on le retrouve aussi. Sauf qu'en fait, c'est des centaines de produits comme ça. Et donc là, en fait, on ne sait plus trop comment collectivement le gérer, parce qu'en fait, on est face à la chimisation un peu de l'environnement. Et c'est très difficile, alors que c'est vrai qu'avant, à la fin du XXe siècle, on était plus sur l'abattement des pollutions un peu lourdes qui diminuaient l'oxygène. Ça, c'est vrai que ce cap-là technologique, il a été passé, la dépollution là-dessus est parfaite. Et puis, c'est vrai que les agences ont beaucoup contribué. Et voilà. Mais toutes ces nouvelles substances, le problème, c'est qu'elles sont en énorme quantité, en énorme diversité. Et donc là, il y a un mur qui est assez compliqué et assez psychologique à passer. Et on découvre tous les jours de nouveaux vecteurs de pollution de l'eau, en fait, qu'on ne connaissait pas, puisque les recherches sont de plus en plus pointues. Et donc, on trouve de plus en plus de substances qui, avant, n'avaient pas été détectées. En fait. D'où l'importance du travail que vous avez fait à Bordeaux, d'identifier l'origine de la ressource. Parce que c'est bien en traitant en amont sur l'origine de la ressource qu'on arrivera à résoudre au moins partiellement le problème. Ce n'est sans doute pas par des systèmes de traitement plus élaborés. C'est vraiment en travaillant d'abord sur l'origine des ressources. Gauthier, est-ce qu'on a encore 3-4 minutes pour parler des solutions pour la nature et ensuite on te laissera poser les questions des internautes? Très vite, donc sur les solutions apportées par la nature, comment vous voyez justement comment la protection de la biodiversité peut améliorer la qualité de l'eau et en même temps comment les acteurs de l'eau peuvent protéger la biodiversité? C'est vrai que pour nous, on pensait pendant très longtemps qu'en faisant bien notre travail, notamment en matière d'assainissement, on protégeait la nature, ce qui est vrai, puisque c'est comme ça que les poissons, on dit toujours, les 40 poissons qui sont revenus dans la Seine, là où il n'y en avait que 4 il y a 30 ou 40 ans, montrent que le travail d'assainissement est fait. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, le contrat de Bordeaux est tout à fait là pour signaler, est significatif. C'est-à-dire qu'à la fois, d'ailleurs, c'est un contrat sur l'assainissement et les eaux pluviales, donc ça renvoie à ce qu'on disait sur la nécessité de débloquer la situation. Puis, dans une ville où la question, en plus des inondations est un vrai sujet de fait de sa géographie, et en même temps, on nous demande d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de travailler aussi sur des questions de protection de la biodiversité. Donc nous, on est en train de changer complètement de métier, quelque part, et on devient un agrégateur, on devient un fabricant de zones humides, quelquefois, moins dans le secteur de l'eau, mais dans le secteur des déchets, refaire des forêts sur des décharges. On nous demande de travailler sur des zones sensibles. Donc, on est vraiment en train d'inventer aujourd'hui un nouveau métier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. À la fois, ça demande à intégrer d'autres savoir-faire et d'autres cultures. C'est la question comment on peut intégrer les écologues dans des métiers plus traditionnels d'ingénieurs, ce qui est un sujet qui nous est posé. Et puis aussi de travailler avec beaucoup d'acteurs extérieurs. Mais c'est ce qui est fait à Bordeaux avec la LPO, comme au niveau international. Nous, on travaille avec l'IUCN aujourd'hui pour définir les zones sensibles sur lesquelles on est présent et définir des plans d'action sur l'ensemble des zones sensibles. Donc aujourd'hui, Veolia a créé sa propre raison d'être avec 12 indicateurs de suivi de sa propre performance. Il y en a un sur la question de la biodiversité. Et il est très intéressant parce que, je voyais ça en revenant de Paris, c'est que dans le fond, ce qui est fait à Bordeaux est complètement conforme à ce qui a été pris comme engagement au niveau global. C'est-à-dire qu'on est sur la diminution des produits phytosanitaires, voire leur suppression, puisque notre engagement, c'est d'aller vers 0 phytosanitaire sur tous les espaces verts où on a plus d'1 hectare au niveau mondial, ce qui est quand même une grosse ambition. C'est de définir des périmètres sensibles, et il y en a sur Bordeaux, sur lesquels on met des systèmes à la fois de mesure de la situation, de la sensibilité et un plan d'action extrêmement rigoureux.
On fait de la formation sur la gestion écologique des sites, donc ça demande beaucoup de formation en interne, justement pour prendre en compte les questions de la gestion écologique. Et puis, il y a aussi plein d'expériences qui sont faites aujourd'hui sur comment utiliser la nature, comme vous l'avez dit, pour répondre à un certain nombre de solutions. En fait, la nature, elle répond à deux types de solutions. Elle répond à des solutions dans le cadre de la mesure, c'est ce qui est fait à travers les affaires sur 2 sites pilotes à Bordeaux, à travers l'ADN, c'est-à-dire comment la faune et la flore peut témoigner de l'existence ou non d'une pollution, ce qui permet d'éviter beaucoup de dépenses et beaucoup de produits chimiques pour pouvoir le faire. Et puis il y a la nature comme réponse aux solutions. Alors il y a pas mal d'actions au niveau international sur les questions de photorémédiation, c'est-à-dire comment la nature elle-même épure. Parce qu'on parlait d'épuration, on connaît en particulier les stations d'épuration à partir de roseaux et des choses de ce type-là. Et puis il y a, là, aujourd'hui, on est capable de démontrer que des collectivités avec lesquelles on a travaillé sur des problèmes d'aménagement de berges, de création de zones humides, de bassins de rétention d'eau, ont eu, au moment où il y a eu des inondations, bien évidemment, un effet extrêmement important pour empêcher l'augmentation de cela. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est à la fois une obligation de respect, mais c'est à la fois utiliser la nature, vous parlez de solutions fondées sur la nature, pour pouvoir aujourd'hui répondre à un certain nombre de gros enjeux auxquels on est confronté. Le problème auquel on a à faire face sur les questions de solutions fondées sur la nature, c'est la difficulté de mesurer l'efficacité de la solution. Je le dis parce que ça, c'est un vrai sujet. Et le fait aussi que beaucoup de collectivités ont du mal à évaluer la valeur de ces solutions. Donc on a un gros travail à faire sur la biodiversité, comme on a fait sur le climat, d'avoir des standards et des référentiels qui nous permettent réellement de les développer. Si on ne fait pas ça, on va avoir du mal, on va prendre des initiatives, comme on fait ici sur Bordeaux Métropole, on aura du mal à les déployer au niveau beaucoup plus global. Merci beaucoup, Monsieur le Ménager. Un mot éventuellement sur ce sujet-là. Oui. En fait, 2 mots, un pour la ville, un pour la campagne. La solution passe par la ville, elle n'est pas que dans la ville, donc la ville, désartificialisation, réinfiltrer, avoir des contrats qui sont performants et qui ont été présentés. La campagne est extrêmement importante parce que c'est tout le reste du bassin versant, c'est elle qui génère vraiment la ressource, donc là c'est important et c'est exactement le même problème, c'est-à-dire que l'agroécologie est quand même, la transition agroécologique de l'agriculture est hyper importante, c'est elle qui permet d'arrêter des phytocides, c'est elle qui permet, mais très difficile de mesurer les effets en fait. Ça prend des dizaines d'années parce que quand on installe des systèmes d'exploitation agricole, c'est pas en une saison qu'on voit ça, c'est à travers le temps. Donc il y a exactement la même problématique de dire comment mesurer les résultats et les bienfaits de l'agroécologie, parce que c'est que l'agroécologie qui pourra sortir, je vais dire, ces territoires-là des flux de pollution qui actuellement sont les traversent en quelque sorte. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de l'eau et du cycle de l'eau, comme vous l'avez dit, en amont et en aval, et les solutions qui peuvent être apportées. On a peut-être quelques questions d'internautes, mais je ne sais pas si on a le temps de les poser. Non, bon alors je suis désolé. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés en présentiel ou à distance. Et bien entendu, ces conférences seront visionnables tout au long des prochaines semaines sur le site du World Impact Summit. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.